Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct sur Facebook avec une émission spéciale aujourd'hui, un droit, un grève, un droit, un devoir. Organisée par l'intersyndicale en présence avec des représentants de la CGT, Solidaire et FSU, et bien sûr les deux avocates du SAF, Léa Talric et Odile Lenziani. Pourquoi vouloir organiser aujourd'hui un live et une émission de ce type? En fait, pour apporter des réponses concrètes au droit de grève des salariés. Rapidement, parce que je ne suis pas spécialiste, ils vont parler de ça, le droit de grève est un droit assuré par la Constitution déjà. Les salariés bénéficient de ce droit pour créer un rapport de force nécessaire dans l'entreprise afin de satisfaire les revendications des salariés pour améliorer les conditions de salaire, les conditions de travail, etc. et pour gagner le progrès social, bien évidemment. À présent, je vais donner la parole à nos deux représentantes pour une présentation rapide avant de passer aux questions. Oui, alors bonjour à tous. Léa, du coup, je suis membre du SAF, je suis avocat et mon syndicat est en lutte depuis le 5 décembre dernier contre le projet de réforme des retraites dans sa totalité. Alors si ce projet impacte de manière assez violente la profession d'avocat, puisqu'il va avoir pour conséquence notamment de réduire l'accès aux droits, et c'est pour ça que c'est particulièrement important qu'on vienne ici donner la possibilité à toutes et à tous de connaître leurs droits, notamment dans le mouvement social actuel contre ce projet de réforme. On s'oppose aussi à l'intégralité du projet de réforme parce qu'on n'a pas envie, comme vous tous, de vivre dans ce projet de société qui nous est proposé par le gouvernement Macron et probablement bientôt imposé, raison pour laquelle on va venir vous exposer sur les questions qui sont formulées par les autres membres de l'intersyndicale dont on fait partie, le droit des salariés et fonctionnaires à entrer en grève en résistance. Alors moi je m'appelle Odile et effectivement une des mesures quand même que les avocats ont à l'unisson choisi consiste à donner des conseils gratuits aux gens pour les aider dans les démarches qu'ils sont tenus d'accomplir et aujourd'hui ça va se traduire par des explications sur les modalités d'exercice du droit de grève que vous devez exercer, mais il faut que vous l'exerciez effectivement en toute connaissance de cause. Donc c'est un droit qui peut être un peu méconnu parce qu'il a quand même certaines subtilités. Donc on écoutera vos questions avec attention et on vous apportera tout l'éclairage nécessaire. C'est aussi pour nous une mission que de vous indiquer toutes ces choses-là. On va commencer par apporter des questions déjà préparées. Allez-y. Qui peut faire grève? Alors, dans le secteur privé, c'est-à-dire quand on est salarié, qu'on a un contrat de travail de droit privé, tout le monde peut faire grève. Il n'y a aucune condition d'ancienneté nécessaire. On peut même faire grève pendant une période d'essai. Et il n'y a pas, parce que souvent les employeurs ont un peu tendance à, parce qu'ils n'ont pas intérêt à la grève dans l'entreprise, à orienter les salariés vers des choses fausses, et notamment l'obligation d'être syndiqué. Il n'y a aucune obligation d'appartenir à un syndicat pour pouvoir être gréviste. Et d'ailleurs, je vous rappelle que le droit de se syndiquer est un droit qu'on peut exercer sans en avoir à informer son employeur, qui n'a pas à savoir si on est ou non syndiqué. Enfin, il y a la situation particulière des salariés qui ne seraient pas en contrat à durée indéterminée et qui seraient des salariés qui seraient malheureusement dans une situation de précarité qu'est le CDD ou l'intérim. Ils bénéficient, comme tous les autres salariés, d'un droit de grève. La difficulté reste cependant que, bien que ce soit illicite, il existe une pratique de pression des employeurs qui ont tendance à inciter les salariés en intérim ou en CDD à ne pas faire grève avec la menace de ne pas les réembaucher à la suite. Raison pour laquelle on vous invite à vous rapprocher dans ces situations-là d'un syndicat. Et je prends pour exemple notamment les salariés saisonniers, donc en contrat saisonnier, des remontées mécaniques qui ont été assez courageux pour avoir massivement fait grève pendant cette période de vacances hivernales, parce qu'ils étaient tous ensemble, il était un peu difficile de ne pas réembaucher l'intégralité des salariés de la station. Est-ce qu'un agent public doit respecter un préavis de grève? Alors ça rejoint ce que vous expliquez Léa, c'est-à-dire que si dans le secteur privé les salariés ont la liberté de faire grève, tel n'est pas le cas auprès des salariés qui exercent dans une entreprise qui relève notamment d'un service public, fonction publique territoriale, fonction publique d'État. Là, le droit de grève va être strictement réglementé et il y a de multiples textes qui vont régir les différents corps de métier.
Donc le droit de grève n'est pas libre, ça veut dire que ce sont les syndicats représentatifs qui vont devoir déposer un préavis de grève et que ce n'est que dans le cadre de ce préavis de grève que les agents, que le personnel va pouvoir exercer individuellement son droit de grève. Donc la première des choses, c'est effectivement exercer son droit de grève individuel dans le cadre d'un préavis de grève qui lui est licite, c'est-à-dire qui répond aux règles applicables. Ce sont les syndicats qui lancent les préavis de grève, donc les syndicats savent généralement et même parfaitement rédiger et faire parvenir des préavis de grève qui répondent aux exigences légales. Donc un salarié, enfin plutôt un agent de la fonction publique qui souhaite rejoindre un mouvement de grève doit pouvoir le faire en toute sérénité sur le fondement d'un préavis de grève qui aura été régulièrement déposé par une organisation syndicale représentative au niveau national. En revanche, dans certains secteurs, il y a une déclaration préalable qui va être obligatoire. Donc, contrairement encore une fois au secteur privé, où là le salarié peut décider librement de rejoindre un mouvement de grève et par principe n'a pas à prévenir son employeur, sauf à respecter quand même des règles qui le mettraient à l'abri d'un abandon de poste ou d'une absence injustifiée. Dans ce cas-là, il y a eu des lois, et notamment une des dernières lois est la loi qui a été faite sous la présidence de M. Sarkozy, où vous avez l'obligation de déclarer votre intention de faire grève. Alors vous avez des secteurs qui sont ciblés, c'est le transport terrestre, le transport aérien et les écoles maternelles, publiques ou privées. Dans ce cas-là, effectivement, vous devez informer 48 heures avant votre propre participation au mouvement de grève, de votre intention de participer à ce mouvement de grève. Si vous décidez d'abandonner ce droit d'exercer votre grève, eh bien vous devez là prévenir l'autorité, votre hiérarchie dans les 24 heures qui précèdent. Et si vous décidez de cesser votre mouvement de grève avant la fin de la grève, là encore vous devez prévenir dans un délai de 24 heures. Dois-je avoir une ancienneté suffisante? Alors, Virginie, j'ai essayé de répondre tout à l'heure à la question et je le redis du coup, on a du mal à s'organiser, il n'y a aucune condition d'ancienneté et du coup, si je peux rebondir sur la question du préavis qui a été exposée précédemment par Odile dans la fonction publique et pour les salariés qui travaillent dans une délégation de service public comme les entreprises de transport. Quand on est salarié du privé, donc encore une fois dans un contrat de travail de droit privé, il n'y a aucune obligation de préavis. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire grève le matin, en se présentant au travail, on peut être en grève sans avoir prévenu son employeur. La seule condition qu'il y a, c'est d'avoir informé son employeur des revendications que l'on a. Et là, actuellement, on parle du mouvement des retraites, c'est-à-dire que les déclarations de grève et les revendications, elles sont déjà formulées par les syndicats sur des appels nationaux, puisque les grandes confédérations qui sont représentées principalement aujourd'hui dans l'intersyndicale ont déjà formulé des appels à la grève. Ce sont toutes les grandes journées de grève auxquelles on participe. La seule exigence est simplement que votre employeur ait connaissance du cadre dans lequel vous exercez votre droit de grève. Mais vous n'avez pas à lui dire la veille, demain je serai en grève. S'il vient vous dire pourquoi vous n'êtes pas là, après généralement quand on est en grève, on est sur son entreprise pour faire rayonner le droit de grève. S'il vient vous dire pourquoi vous n'êtes pas là, vous répondez parce que je suis en grève dans le cadre des appels, encore une fois je parle du droit privé, dans le cadre des appels nationaux qui sont formulés par les grandes centrales syndicales, notamment celles représentées aujourd'hui. Faut-il être syndiqué? Alors non, encore une fois, il n'y a aucune obligation de se syndiquer. Moi j'insiste là-dessus, même si je pense qu'il faut que tout le monde se syndique, parce que je crois que c'est qu'en étant nombreux, unis et organisés qu'on arrive à faire plier un gouvernement, notamment c'est le cas actuellement. Il n'y a aucune obligation d'être syndiqué pour participer à un mouvement de grève, puisque c'est un droit fondamental qui est ouvert à tous et toutes. D'ailleurs, dans la fonction publique, de la même manière, si le droit de grève ne peut être exercé que dès l'instant où un préavis de grève a été déposé par une organisation syndicale représentative, vous n'êtes pas obligé d'être syndiqué pour exercer ce droit de grève. Alors, dans la fonction publique, il y a aussi une particularité qui est que certains personnels, certaines catégories de personnel n'ont pas le droit de faire grève.
Hein, c'est interdit. Vous avez les militaires, les policiers, les personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, les magistrats, certains greffiers, les fonctionnaires de la direction de l'administration des douanes. Vous avez également le personnel qui participe à l'action gouvernementale. Et puis vous pouvez également avoir une limitation du droit de grève pour les ingénieurs de la météorologie nationale, les gardiens de barrières de passage à niveau, certains agents de services hospitaliers ou de centres de transfusion sanguine, les personnels qui interviennent dans les établissements où sont détenues des matières nucléaires, les receveurs et chefs de centre de la Poste qui doivent assumer la continuité et la sécurité du service postal, et enfin, certains agents indispensables au service minimum du contrôle de la navigation aérienne. Voilà. Donc là, c'est une limitation sur la liberté d'exercer individuellement son droit de grève, voire une interdiction avec des conséquences, bien sûr. Si vous outrepassez ces interdictions, ça peut être des conséquences pénales. Alors, si je ne suis pas dans ce cadre-là, et que dans mon service, dans mon institution, dans mon établissement, dans mon collectivité, si je suis le seul à vouloir être en grève, est-ce que je peux faire grève tout seul? Non. Non, le principe c'est non. Voilà. Dans la fonction publique, non. Il y a eu un arrêt qui a été rendu où on a permis à un salarié, enfin le Conseil d'État a considéré qu'un salarié pouvait exercer son droit de grève seul, mais c'était un cas bien particulier. C'était le cas où on a considéré que les revendications ne pouvaient être soutenues que par cette seule salariée et que pour elle-même, il y avait quand même eu un préavis. Voilà. Mais c'est à la marge. C'est à la marge. Hein. Le principe du droit de grève, quand même, c'est un droit qui doit s'exercer collectivement. Avec des nuances sur le droit privé. Et s'il y a un appel national, par exemple, un appel à la grève là, et que dans mon service... Il faut qu'il soit collectif. D'accord. C'est un peu la même question, mais pour le droit privé, si je suis un salarié isolé. Alors, dans le droit privé, ce qu'il faut... cet exercice, il est très difficile parce oui, qu'on parce qu'il y a des nuances. Hein. Oui. Parce qu'on donne l'impression que dans la fonction publique, en final, on a beaucoup plus de limites au droit de grève que dans le cadre privé. La raison, elle est simple, c'est parce que dans le cadre privé, le droit de grève, il n'existe pas dans le droit du travail. C'est un principe fondamental. On a le droit de faire grève et il n'y a pas de texte qui vienne dire dans ce cas-là oui, dans ce cas-là non, etc. Et c'est l'exercice de son droit de grève et c'est pour ça que je crois cette intervention s'appelle la grève, un droit et un devoir. C'est parce que c'est en faisant vivre le droit de grève qu'on vient créer des règles et peut-être, en tout cas pendant une longue période, repousser les limites des interdictions qu'on voulait nous faire croire. Un salarié dans une entreprise peut faire grève seul sur un appel à la grève nationale, c'est-à-dire des mots d'ordre revendicatifs professionnels qui ont été, par exemple c'est le cas des retraites, et d'ailleurs il y a des décisions de justice qui ont été rendues sur la question des retraites, sur les grèves précédentes de 2003, donc on a des décisions de justice qui ont été fixées après, en 2006, qui ont été rendues en disant sur la question des retraites, c'est un mot d'ordre national, si je suis tout seul à me sentir concerné par les retraites, ce serait un peu dommage, mais si je suis tout seul à me sentir concerné par les retraites dans mon entreprise, je peux faire grève seul. Je tiens juste à préciser que, parce que là on parle spécifiquement du mouvement des retraites, mais dans un autre cadre, si on est le seul salarié dans son entreprise et qu'on est dans une entreprise de une personne, c'est aussi l'autre cas où on peut faire grève tout seul. Par contre, si on veut faire grève, par exemple, pour une augmentation des salaires, dans une entreprise où on n'est pas le seul salarié, à ce moment-là, on est obligé d'être plusieurs. Après, plusieurs, c'est au moins 2. Pour quelle raison puis-je faire grève? Alors, la grève, c'est une cessation collective concertée, c'est ce qu'on exposait tout à l'heure, du travail pour faire droit à des revendications professionnelles. Des revendications professionnelles, elles peuvent être très concrètes. Par exemple, sur le poste de travail, la machine sur laquelle je travaille, j'ai besoin d'une mesure de sécurité. Ça, c'est une revendication professionnelle très ciblée. Et on peut avoir des revendications qu'on appelle des revendications à forme politique. Celles-là, comme le mouvement des retraites, elles ne sont légales que lorsqu'elles touchent à plus largement les conditions de travail
Donc c'est une grève politique parce que c'est une mesure de réforme politique nationale, on touche à la sécurité sociale. Par contre, ça concerne les conditions de travail globales, générales, même le concept du travail dans la société. C'est la raison pour laquelle c'est une revendication acceptable. Je voudrais simplement peut-être donner des idées à certains, déjà grévistes ou qui envisagent de l'être. On peut faire grève pour plusieurs raisons et il est parfaitement possible actuellement dans le cadre du mouvement social de faire grève notamment contre le projet de réforme des retraites, mais aussi pour une augmentation des salaires dans l'entreprise, mais aussi pour des conditions de sécurité supplémentaires, pour des congés payés supplémentaires, et on peut faire grève pour toute une série de mesures à ajouter à la démarche. Comment faire grève? Alors, Alors, on en est aux modalités de l'exercice du droit de grève, hein, c'est ça? Donc, il y a certaines formes de grève qui sont licites et d'autres modalités de grève qui ne le seront pas. Ça se rejoint quand même un peu dans la fonction publique et dans le secteur privé. Dans la fonction publique, par exemple, vous avez l'interdiction absolue de pratiquer ce qu'on appelle des grèves tournantes. Bon, c'est-à-dire de bloquer une entreprise en faisant tourner, n'est-ce pas, les arrêts de travail. Vous avez une interdiction d'occuper les locaux, de faire une entrave à la liberté du travail, de constituer des piquets de grève dès l'instant où ils vont effectivement interdire l'accès du travail à des non-grévistes. Et vous avez aussi l'interdiction de poursuivre un mouvement de grève à l'issue du préavis qui a été déposé par l'organisation syndicale qui vous a appelé à faire grève. Alors, vous allez me dire que c'est encore plus sévère dans la fonction publique que dans le privé. Ben, non, parce que effectivement, les interdictions, on va les retrouver qu'on soit dans le secteur public ou quand même dans le secteur privé, c'est-à-dire que l'entrave à la liberté du travail est sanctionnée, que l'on soit dans le privé ou que l'on soit dans le public, avec des conséquences qui en découleront au plan disciplinaire si si vous vous inscrivez dans un mouvement qui est un mouvement illicite. Cela étant, il faut quand même arriver à démontrer qu'on est dans des mouvements qui s'inscrivent dans un tel abus et j'ai tendance à dire que les syndicats, notamment dans le secteur public, qui organisent les grèves, savent parfaitement également, en agissant ensemble, arriver finalement à des grèves qui sont nocives tout en n'étant pas sanctionnables parce que effectivement, chaque organisation appellera sur un préavis qui sera différent. Voilà. Donc c'est pour ça que dans la fonction publique, on peut très bien aller au-delà de cette interdiction de base en suivant scrupuleusement finalement les préavis et les syndicats qui ont organisé la grève. Alors en matière privée, parce que je crois qu'il y a la question de la déclinaison en droit privé du travail, l'exigence, et encore une fois on revient à la définition originelle de la grève, c'est une cessation totale du travail. Donc ce qui est interdit, c'est par exemple de ne pas faire juste une tâche. On ne peut pas arrêter de faire juste une tâche de son travail. Par exemple, on doit répondre au téléphone et répondre aux mails, on ne peut pas arrêter juste de répondre au téléphone. Ça, c'est interdit. Il faut cesser le travail. Par contre, on peut cesser le travail un quart d'heure par heure. On peut cesser le travail un jour par semaine. Mais il faut une cessation totale du travail. Sont illicites les grèves un peu spécifiques qu'on pourrait appeler une grève inverse, une grève du zèle, c'est-à-dire je vais mal faire mon travail. Ça, c'est interdit et on n'est pas protégé par le droit de grève. Par contre, sont licites, et je pense que ça peut, encore une fois, quand on est dans un mouvement de grève qui commence à durer, peut-être des nouveaux modes de grève qui peuvent être imaginés, sont licites les mouvements de grève du zèle, qui constituent par exemple à appliquer très très strictement la réglementation du travail, parce que souvent, quand on est dans des cadences de production un peu excessives, on a des employeurs qui nous incitent à peut-être aller un peu vite sur des règles. On peut les respecter scrupuleusement. On peut aussi effectuer ce qu'on appelle, alors le terme est un peu
comique, mais il est officiel, c'est une grève bouchon. C'est-à-dire qu'on a une série d'étapes de la production et on peut décider que seuls les salariés de cette étape-là de la production vont, eux, être en grève sur un appel à la grève. La conséquence va notamment être d'empêcher l'intégralité de la production. Ces modalités de grève-là, elles sont licites à une condition, c'est qu'elles n'entraînent pas la désorganisation de l'entreprise. La désorganisation de l'entreprise, ça ne veut pas dire la désorganisation de la production, ça ne veut pas dire la perte de gains de l'employeur, parce que tout ça, c'est des conséquences évidentes de la grève. La désorganisation de l'entreprise, c'est quelque chose que je crois aucun salarié n'a intérêt à faire. La désorganisation de l'entreprise, c'est ce qui risque de mettre à mal la survie de l'entreprise, en lui faisant perdre sa clientèle, en lui faisant peut-être perdre sa survie et en tout cas sa longévité. Ça, c'est une désorganisation de l'entreprise qui rend un mouvement de grève illicite. Mais c'est la seule limite dans les modalités de grève. Je ne vous ai pas parlé des piquets de grève et des débrayages, je ne sais pas s'il y aurait une question là-dessus, mais encore une fois, je parlais des formes d'arrêt de travail que pouvait prendre la grève. Alors, effectivement, il y a plusieurs questions qui se recoupent un peu. Et si je veux bien nous parler effectivement des formes que peuvent prendre la grève et des droits des grévistes, jusqu'où vont les droits des grévistes et quels sont les risques de sanctions qui peuvent être prises contre des personnes qui exerceraient leur droit de grève. Alors pour ce qui s'agit de la forme purement physique de la grève, c'est la question qui a été rapidement abordée par Odile tout à l'heure, c'est la question des piquets de grève et des occupations des lieux de travail. Déjà, il faut distinguer le piquet de grève et l'occupation dans le lieu de travail. L'occupation dans le lieu de travail, c'est l'occupation dans l'entreprise. Le piquet de grève, c'est devant l'entreprise, c'est les accès à l'entreprise. L'occupation du lieu de travail, la position actuelle des juridictions, je vous l'ai dit, il n'y a pas de texte de loi qui vient dire ça c'est licite, ça c'est illicite. C'est l'expérience qui a fait qu'on est venu se poser la question de est-ce que ça c'est légal, est-ce que ça c'est pas légal. Tant qu'il n'y a pas de détérioration du site, de dégradation du matériel ou de comportements fautifs que sont la séquestration d'un DRH peut-être un peu trop désagréable, ce genre d'actions qui malheureusement sont pénalement sanctionnées, hein. C'est pas juste un abus de droit de grève. Tant qu'on n'est pas sur ce terrain-là, l'occupation, tant qu'elle est symbolique et qu'elle n'empêche pas les salariés non grévistes de travailler, elle ne peut pas être sanctionnée en tant que telle. Il faut qu'elle ait causé une désorganisation de l'entreprise active ou qu'elle soit accompagnée d'une dégradation du matériel. Le piquet de grève, en revanche, lui, est complètement licite. À simple exception, il ne faut pas que ça entraîne le blocage total de l'accès à l'entreprise. Et ça, encore une fois, c'est à l'employeur de le démontrer. C'est à l'employeur de venir démontrer qu'il y a eu un empêchement total de l'accès à l'entreprise. Et par exemple, c'est un exemple que je vous donne, quand on est dans une usine où il y a 2 accès, une entrée et une sortie, si on vient bloquer l'entrée par le fait d'un piquet de grève, c'est-à-dire une présence, un rassemblement devant l'entrée, mais que l'accès, qui est l'autre accès qui est habituellement utilisé pour la sortie, reste accessible, et que du coup, si des salariés continuent de travailler, ils peuvent entrer et sortir, il n'y a pas un blocage de l'entreprise totale et une entrave à la liberté du travail, donc on est dans une action licite du droit de grève. Alors, quelles sont les conséquences financières et est-ce que mon employeur peut me remplacer quand je suis en grève? Alors, les conséquences financières de la grève sont une perte de salaire pour le temps où on est en grève. Sachant que le temps où on est en grève, ça se calcule en fonction de la longueur du travail qu'on n'effectue pas. Il n'y a pas de discrimination financière possible par contre. C'est-à-dire que la conséquence financière de la grève, c'est uniquement la déduction du salaire qu'on aurait dû percevoir si on avait travaillé. On ne peut pas dire « je verse une prime aux non-grévistes et je verse pas de prime aux grévistes ». La seule exception à ça,
c'est quand il y a par exemple une prime de présence et que c'est la même chose si on est malade. Enfin, toutes les autres absences du contrat de travail, elles font perdre le bénéfice de la prime. À ce moment-là, on a le droit l'employeur a le droit de dire la grève c'est une absence, comme la maladie, etc. Donc je peux supprimer la prime. Mais la discrimination financière entre les salariés grévistes et non grévistes est totalement interdite. J'ai oublié ta deuxième question. Mon employeur peut-il me remplacer quand je suis en grève? Alors, l'employeur ne peut pas embaucher quelqu'un pour remplacer un salarié gréviste. Il peut utiliser, par exemple, et c'est ce qu'on voit dans certaines entreprises, utiliser des cadres qui ont moins tendance à faire grève dans certaines entreprises, peut-être par excès de zèle malvenu, utiliser des cadres pour venir remplacer des salariés qui, eux, sont en grève. Mais c'est remplacer un CDI de l'entreprise par un CDI. Il est formellement interdit d'embaucher des CDD, d'embaucher des intérimaires ou d'avoir recours à la sous-traitance, parce que ça, ce serait faire obstacle au droit de grève. Et encore une fois, le droit de grève est un droit fondamental de retenir son travail, sa production, pour faire une pression financière et économique sur celui qui en récolte les fruits, qui est l'employeur. Alors dans la fonction publique, ce ne sont pas ces règles-là qui vont s'appliquer. Des dispositions sont prévues qui permettent justement d'essayer de limiter les effets de la grève. Pourquoi ? Parce que le principe constitutionnel de l'exercice du droit de grève va frontalement heurter d'autres principes constitutionnels et va heurter notamment également la notion de continuité de service public. Donc c'est parce qu'on considère que finalement le service public doit être continu et ne doit pas pouvoir être, pardonnez-moi, désorganisé au-delà d'une certaine limite, que des mesures peuvent être prises pour limiter effectivement les conséquences d'une grève. Alors il y a plusieurs façons. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. On peut très bien recourir à la réquisition civile. Alors la réquisition civile, qu'est-ce que c'est ? C'est le gouvernement qui va décider de recourir à des civils pour effectivement assurer des missions de service public. Il y a un formalisme néanmoins qui est très strict dans le cadre de cette réquisition, c'est-à-dire que c'est le Code de la Défense qui va d'abord imposer l'adoption d'un décret en Conseil des ministres, puis ensuite il va y avoir la possibilité offerte à l'administration sous la forme d'un arrêté qui sera pris par le ministre concerné, et enfin les ordres de réquisition qui seront pris par le préfet qui va les notifier individuellement. Donc quand vous êtes dans le cas d'une réquisition civile, n'oubliez pas qu'on doit rapporter la preuve que vous avez été informé personnellement de la demande qui est faite de vous réquisitionner. Il y a également une autre forme de réquisition qui peut, elle, être faite par le préfet. Le préfet a aussi la possibilité de réquisitionner certains personnels grévistes pour effectivement pallier les inconvénients de la grève. Alors vous avez aussi ce qu'on appelle, et là aussi c'est encore encadré, il y a des procédures très formelles qui doivent être mises en place pour que effectivement le préfet puisse réquisitionner. Puis vous avez ce qu'on appelle communément la désignation. Alors la désignation c'est autre chose, c'est toujours dans le cadre de la continuité d'un service public, mais ce sont les autorités administratives ou privées compétentes pour réglementer l'exercice du droit de grève qui vont pouvoir effectivement procéder à des désignations, c'est-à-dire demander à des salariés de reprendre le travail pour assurer un service minimum. Alors, qui peut faire ça ? Eh bien, vous avez dans les services de l'État, c'est le Premier ministre ou chaque ministre dans son département. Dans les collectivités locales, c'est l'autorité exécutive qui a cette faculté. Dans les établissements publics, les organes dirigeants sont seuls compétents pour le faire. Et dans les établissements privés chargés d'une mission de service public, là encore, ce sont les organes dirigeants qui ont cette possibilité, qui va pouvoir donc restreindre l'exercice du droit de grève. Alors, comment est-ce qu'on peut recourir
à ces désignations ou est-ce qu'elles sont elles-mêmes limitées? La réponse est quand même oui, c'est-à-dire que la désignation doit être strictement proportionnée aux nécessités du service et ne saurait être d'ordre général. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de rétablir par ce biais-là l'effectif normal du service. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même assurer au minimum une continuité de ce service public, mais certainement pas, et ça c'est pas autorisé, rétablir un fonctionnement normal du service, sinon ça revient à interdire l'exercice du droit de grève qui est quand même constitutionnellement reconnu, donc ça n'est pas possible. Vous avez aussi d'autres modalités qui peuvent être mises en place dans le but de restreindre cet exercice du droit de grève. Il y a eu, la question a été posée, c'est-à-dire que est-ce que mon entreprise ou mon entreprise privée qui gère un service public peut recourir au lock-out? Ça paraît curieux de recourir au lock-out parce que finalement, ça revient à dire que pour assurer une mission de service public, eh bien, je vais fermer le service et donc me priver finalement de l'exercice d'un service public. Alors ça a été admis. Ça a été admis, mais cette fois pour d'autres raisons. Lorsqu'il s'agissait d'assurer la sécurité des usagers et des installations, on a autorisé effectivement la fermeture totale d'un service qui était un service public, et il y a eu notamment un précédent dans des stations de métro où effectivement il y avait eu cette possibilité-là. Et enfin il y a un dernier point, mais ça a été utilisé qu'une fois, il y a très longtemps, mais je vous le signale parce que c'est possible, ça a été la révocation collective. Lorsque la grève n'est pas licite, c'est-à-dire que lorsque vous participez à un mouvement, à une grève qui n'est pas licite, c'est-à-dire vous faites grève en dehors d'un préavis de grève déposé par une organisation syndicale représentative, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc votre grève est illicite. C'est un exemple, il peut y en avoir d'autres, mais c'en est un. Eh bien, il y a la possibilité de procéder à une révocation collective. Alors ça a été exercé une fois comme une simple menace, et effectivement, ensuite les agents ont été immédiatement réintégrés. Alors je ne sais plus l'année, mais je crois que c'était en 1989. C'était la menace de 297 surveillants de prison en grève illégale. Et il y a eu donc cette menace de révocation qui a effectivement permis de sortir du conflit, mais on en est sorti par la négociation, je vous rassure tous. Voilà. Donc oui, c'est un droit que l'on peut exercer, que l'on a le droit d'exercer individuellement, qui est réglementé parce qu'il y a la notion de continuité du service public, et effectivement, les règles sont quand même à respecter. Les sanctions peuvent être pénales pour les salariés qui ont, pour les agents, décidément, pour ceux qui ont une interdiction, pour les catégories de personnel dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui ont une interdiction de recourir au droit de grève, par exemple, lorsqu'elles décident quand même d'outrepasser cette interdiction et de faire grève, il faut savoir que le principe, c'est qu'elles peuvent être effectivement révoquées ou licenciées pour faute lourde, selon leur statut, mais qu'elles le sont en dehors de toutes les garanties prévues par leur statut. C'est-à-dire que si vous avez une commission consultative ou bien un organe disciplinaire avec constitution et consultation de votre dossier, vous en serez privé dans ce cas-là. Mais bon, ce sont des cas extrêmes. Toujours dans une logique un peu extrême, l'employeur peut-il expulser les grévistes? Alors là, on est dans le cas où on occupe un lieu de travail et on l'a beaucoup connu dans la région avec les salariés de Fralines, les salariés de Moulin-Morel, et il y avait ces fameuses questions de l'expulsion forcée des grévistes. Cette expulsion, elle n'est possible que sur une décision de justice. L'employeur, il ne peut pas solliciter par, notamment c'est des méthodes qui ont déjà été employées, des milices privées avec des anciens ressortissants de pays de l'Est, travaillaient dans différents services militaires anciennement. Ça c'est complètement illégal et tous les salariés ont le droit de s'y opposer, ont même droit d'appeler les forces de l'ordre pour empêcher l'expulsion. Par contre, quand il y a une ordonnance du tribunal désormais judiciaire qui autorise l'expulsion, cette expulsion, elle peut être autorisée que si l'occupation est illégale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À ce moment-là, il peut expulser les grévistes. Mais encore une fois, c'est à lui de faire les démarches pour avoir une décision de justice avant.
Et tout à l'heure, Virginie, tu m'as posé une question à laquelle je n'ai pas répondu. C'est est-ce qu'on peut être sanctionné quand on est en grève? Et ça, c'est très très important. Quand on est un salarié gréviste, où on bénéficie de la protection du droit de grève. C'est-à-dire que le seul moyen d'être sanctionné, c'est si on commet une faute lourde. C'est le seul moyen d'être sanctionné. Une faute lourde, et il faut préciser ce que c'est, je pense que c'est important, c'est une faute qui est caractérisée par une intention de nuire à l'entreprise. Et dans le cadre du droit de grève, c'est facile de se dire ça c'est une faute lourde, ça c'est pas une faute lourde. Il n'y en a pas 100 000. C'est l'entrave à la liberté du travail, c'est on va se mettre face à un collègue de travail qui lui n'est pas en grève et on va lui dire non, toi tu rentres pas dans la boîte pour aller travailler. Ça, c'est une faute lourde. La séquestration, les menaces, violences et agressions physiques. Mais bon, je crois que ça, c'est du droit commun de toute manière, c'est illégal. Et ce sont les seules raisons pour lesquelles on peut sanctionner un salarié qui est protégé par le droit de grève. La faute grave n'existe pas et toutes les autres sanctions habituelles qu'on a dans un contrat de travail n'existent pas. Et j'attire votre attention sur une chose, c'est qu'il est important que l'employeur démontre votre participation personnelle à une faute. On ne peut pas dire le tas de salariés là, ils ont commis une faute collective. Et par exemple, l'entrave à la circulation des personnes et des matériels, par blocage de l'accès de l'établissement avec des véhicules pendant 1 heure. Et le fait de brûler des palettes de bois sans utilisation et sans valeur dans un brasero ne suffisent pas à caractériser la faute lourde. Je cite cet exemple parce que je crois qu'on est dans une période hivernale qui entraîne généralement la consommation de bois de chauffage et ça ne caractérise pas une faute lourde tant qu'encore une fois on ne contribue pas à désorganiser l'entreprise. Merci à Odile, merci à Léa d'avoir participé, d'avoir répondu présent. C'est compliqué de répondre comme ça à toutes les questions au fur et à mesure, mais en tout cas c'était assez intéressant, y compris d'apporter des réponses aux salariés qui veulent faire grève, etc. Et pour notre part, nous appelons bien évidemment ce jeudi 27 février à partir de 10h à la centrale de Gardanne pour une journée de mobilisation contre les répressions et pour la défense des libertés syndicales et pour d'autres initiatives bien sûr dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites et pour le progrès social, et on vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission, j'espère. Merci et au revoir à tous. Merci à vous. Merci.